C'est dingue qu'on installe tranquillement la 5G sans nous demander notre avis. Est-ce que tu as réagi à la 2G, la 3G et la 4G? Pourquoi la 5e génération des télécommunications serait spéciale? Les ondes, on le sait, c'est mauvais. Et puis des millions de données vont circuler en une tierce seconde pour nous surveiller. En plus, il y a des zones qui n'ont encore aucun équipement. Tu mélanges des arguments et tout se tient pour prévoir le pire. Les théories du complot, ça nourrit la haine du progrès. Le progrès, on y croyait parce qu'il devait être social. Mais on a vu augmenter les inégalités, alors... Alors quoi? Tu viens en carriole? Tu consentiras à regarder un débat filmé? Avec Peter Stuckmann, chef d'unité responsable pour la politique 5G à la Commission européenne. Il travaille sur les futurs systèmes de connectivité et défend que la 5G est un élément essentiel à la reprise économique post-Covid. Et Caroline Zorn, vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg et conseillère municipale déléguée à la ville numérique, qui interroge le bien-fondé de cette évolution technique. Intérêt économique et géostratégique de l'Europe versus protection de ses citoyens? Je suis fondamentalement optimiste, surtout pour ce qui est de la 5G. Nous sommes bien placés en ce qui concerne nos industries et nous avons actuellement l'opportunité de nous attaquer à de nouveaux marchés, que ce soit avec des entreprises du secteur automobile ou des compagnies comme Siemens et Airbus. On peut faire des coopérations et ainsi développer de nouveaux marchés prometteurs en Europe. Nous sommes plutôt en bonne position de départ. Bien sûr, nous ne savons pas encore exactement quelles sont les applications à venir ces prochains 3, 5 ou 8 ans, mais il y a un énorme potentiel, surtout pour opérer un changement positif de notre économie et de notre société. Je trouve ça vraiment très positif. Je ne parle pas de progrès, je parle d'innovation technologique, ce qui est plus neutre, puisque chacun décidera ensuite s'il s'agit d'un progrès ou non. Lorsqu'une innovation technologique arrive et que au plus haut niveau de l'État, on vous dit c'est bien, allez-y, mangez-en, c'est pas satisfaisant. Donc effectivement, ce sont les collectivités à qui il revient d'organiser ces conférences et ces débats. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de demandes. Et les gens ne se satisfont pas simplement d'avoir un président de la République qui leur dit que la 5G, on ne peut pas y échapper. Et les courriers qui portent des inquiétudes, qui portent des questions, qui portent également parfois des besoins de soutien parce que certains entrepreneurs ont des développements en attente, il faut le dire. C'est pas le président qui va y répondre, hein, c'est nous. Die Pandemie hat auf den Telekom-Sektor eigentlich keine große... La pandémie n'a pas eu d'impact important sur le secteur des télécommunications, comparé par exemple à l'industrie automobile ou à d'autres secteurs de consommation. Die Netzbetreiber, mit denen ich rede, sagen mir... Les opérateurs de réseau avec lesquels je suis en contact me disent que leurs projets d'investissement restent pour le fond les mêmes, qu'il n'y a pas beaucoup de changements. En revanche, la pandémie nous oblige maintenant à relever le défi de donner un nouvel essor à l'économie. Et nous sommes plutôt sur la bonne voie. On constate que les premiers services commerciaux attendus pour 2020, donc cette année, sont en train de se mettre en place dans la plupart des États membres. Ce qui restera important dans les années à venir est le développement plus large des technologies. Nous avons encore quelques petits problèmes avec l'attribution des fréquences et avec les nouvelles antennes qu'il faut installer. D'autres régions du monde ont été plus rapides, la Corée par exemple ou la Chine. C'est aussi dû au problème de la fragmentation du marché en Europe, où tous les États membres attribuent indépendamment les fréquences. Vous avez le sentiment qu'une menace plane, c'est que la France deviendrait quasiment un pays du tiers-monde parce qu'il serait pas équipé, ce territoire ne serait pas équipé en 5G. Vous avez cette petite musique qui consiste à toujours avoir en fond d'écran cette menace pour l'économie. Il n'est pas complètement exclu que l'industrie de la 5G, d'ici à 15 ans, on constate qu'elle soit complètement plantée. C'est une possibilité. Donc il faut garder ça à l'esprit. Je crois qu'il ne faut pas céder au chant des sirènes. Et si on décide d'y aller, que l'on décide d'y aller
en conscience. Je crois que la France, si elle veut conserver ce statut qui a été celui de pays éclairé et de pays où non seulement on s'autorise la réflexion, mais on la valorise au plus haut niveau, eh bien on ne doit pas céder à ces sirènes de la concurrence présumée. Sicherlich kann man sagen, dass 5G-Netze ganz neue Möglichkeiten schaffen. Les réseaux 5G offrent de toutes nouvelles possibilités. D'une part, des capacités augmentées qui nous permettent de répondre à des volumes croissants de données. Nous en avons besoin. Et d'autre part, des applications complètement inédites. Par exemple, dans le domaine industriel. Elles permettent entre autres de réfléchir à assurer une production grâce à des robots synchronisables et sans fil. Ou encore, des applications de sécurité routière pour protéger les voitures, mais aussi les vélos ou les piétons et ainsi sauver des vies. La 5G a aussi un grand potentiel en ce qui concerne les économies d'énergie. La digitalisation, qui est le fondement de la 5G, nous permet de rendre des secteurs entiers plus verts, donc d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de CO2. C'est un aspect frappant de la crise du Covid. On a vu qu'on pouvait rendre beaucoup de choses plus efficaces et plus vertes. On peut faire ce constat. Dès lors que nous ne prenons plus de voiture tous les jours pour aller travailler et que nous faisons moins de voyages d'affaires. Cela montre le potentiel des services et réseaux numériques pour faire des économies d'énergie. Je crois que c'est important d'interroger ces postulats. Premièrement, parce que la 5G ne doit pas avoir pour vocation de pallier les manquements à l'installation du très haut débit partout sur le territoire. Si c'est pour utiliser en télétravail, normalement le télétravail, vous êtes chez vous. Donc a priori, il serait plus efficace d'avoir la fibre à domicile et que les opérateurs satisfassent aux conventions qui ont été passées pour que le territoire soit entièrement à très haut débit. Vous avez aussi la question, pour les gens qui se déplacent beaucoup, pour les VRP notamment, commerciaux, les chauffeurs, d'avoir des bureaux mobiles. Là encore, un postulat que ça va être formidable d'avoir son bureau mobile. Est-ce qu'il est impératif et est-ce qu'il est ou souhaitable pour une personne de pouvoir travailler en toutes circonstances dans son véhicule avec un très haut débit et avoir ses données à disposition en toutes circonstances? Je crois qu'on a même une question de santé publique en réalité. Was die Pandemie gezeigt hat, ist, dass digitale Netze. Ce qu'a montré la pandémie, c'est que les réseaux numériques peuvent soutenir notre économie et notre vie quotidienne. C'est ça que nous avons vu. La 5G est nécessaire à chaque fois que nous sommes en déplacement. À la maison, il nous faut un bon accès Internet, un accès à haut débit, par exemple, grâce à la fibre. Cela nous permet de bien travailler à la maison et d'avoir accès à des divertissements grâce à des médias de qualité que nous pouvons consulter chez nous. Et à chaque fois que nous voyageons, nous avons besoin de la 5G. Par exemple, quand nous sommes dans le bus ou dans le train. Ces moyens de transport doivent être connectés à la 5G pour que nous puissions avoir un bureau mobile et utiliser plein d'autres services utiles qui y arriveront bientôt. Dès que nous sommes en déplacement, soit à pied, soit dans les transports publics. Si vous avez la 5G, il y a certaines applications qui seront possibles, et notamment le véhicule connecté, un véhicule autonome, pardon. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Il faut voir déjà à quel prix. C'est-à-dire là, est-ce qu'on est vraiment en termes d'égalité et d'inclusion, est-ce qu'on est bon? Est-ce que, d'autre part, c'est une application si fondamentale, si essentielle qu'elle nécessite qu'on soit d'accord pour tartiner tout le territoire d'antenne 5G? Est-ce qu'on veut aller vers un véhicule autonome qui aura toujours des pneus, donc avec les particules issues du frottement, toujours des plaquettes de frein, avec là encore les particules issues des frottements, avec une personne à l'intérieur, alors que pour construire ces véhicules autonomes, on va avoir là encore besoin d'énormément de terres rares, on va avoir besoin de beaucoup de choses qui font que moi je m'interroge sur la notion même
de véhicules autonomes. Au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, les Judéens utilisent des signaux de fumée pour communiquer d'une forteresse à l'autre. En Europe, au XVIIe siècle, l'anglais Robert Hooke invente le téléphone à cordes. Il est alors possible de se parler à distance, tant qu'on a de la ficelle et l'équivalent de pot de yaourt d'époque. Pendant la Révolution, Claude Chappe quadrille la France de tours dotée de mâts dirigés, selon le message à transmettre. Un peu plus tard, des militaires utilisant ce télégraphe aérien sont piratés par 2 hommes d'affaires bordelais. Déjà, ceux-ci voulaient la primeur des cours de la Bourse de Paris. Bientôt, le Britannique Alexander Graham Bell, dont la famille est sourde, invente le téléphone. Or, lui-même refuse de s'en servir. Mais en 1958, les laboratoires Bell créent le premier modem de transmission de données binaires via une ligne téléphonique. Internet est né. Les hackers, trolls, bots et autres harceleurs en ligne peuplent les réseaux. La pollution due aux appareils et aux serveurs numériques complète le noir tableau des évolutions des télécommunications. La 5G cristallise désormais les peurs technologiques. Est-elle un risque de perte du contrôle de l'homme sur la machine ou un formidable outil pour l'avenir ? Là où nous devons agir ensemble, c'est sur la mise en place d'une infrastructure. Il nous faut une bonne infrastructure dans toute l'Europe, afin que certaines applications, par exemple dans le secteur automobile, avec la concurrence d'entreprises comme Tesla ou Google, bénéficient des économies d'échelle, et que nous puissions développer ces marchés ou services dans toute l'Europe. Nous devons travailler plus étroitement ensemble sur ce point. Mais en principe, c'est très positif que certains États membres jouent le rôle de précurseur et investissent fortement dans les infrastructures et les services. C'est très positif. Cela entraîne les autres États membres. C'est important. Lorsqu'on vous met à disposition une technologie qui vous promet un débit infiniment supérieur, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que c'est que l'effet rebond? Est-ce que tout le monde a conscience aujourd'hui de l'empreinte carbone du visionnage d'un film par le biais de la 4G et demain de la 5G et par le biais du Wi-Fi? La 4G, c'est 20 fois plus en termes d'empreinte globale que le Wi-Fi. Donc, et ça, avec la 5G, ça ira dans le même sens. C'est pas du tout la même consommation. Donc on a besoin de rematérialiser l'immatériel. On a besoin de prendre conscience de ce que représentent nos consommations aujourd'hui, de ce que c'est un data center, de la manière dont il est alimenté. Un data center d'Amazon, il tourne au charbon des Appalaches. Daten steigen. Les données augmentent. Cela nous met au défi de concevoir des réseaux plus efficaces pour pouvoir gérer ces grands volumes de données et en même temps limiter la consommation d'énergie. Cela peut se faire grâce aux nouvelles technologies. La 5G est plus efficace que la 4G pour chaque application considérée. Elle apporte donc un accroissement de l'efficacité. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plus de données et que nous aurons donc globalement besoin de plus d'énergie. Nous devons donc utiliser des technologies neutres en émissions de CO2 pour exploiter nos réseaux, mais aussi maîtriser les dépenses d'énergie grâce à des technologies de transmission efficaces sur le plan énergétique. Les prochaines étapes de la 5G consiste à préparer le passage à la prochaine génération à la fin de cette décennie. Les chercheurs y travaillent déjà et certains parlent maintenant de la 6G. Il y a 2 côtés à prendre en compte. D'une part, le potentiel des réseaux 5G pour économiser de l'énergie et d'autre part, la possibilité de rendre plus verts les secteurs de l'industrie ainsi que notre société. Sachant que 80% de l'empreinte environnementale d'un appareil est au moment de sa fabrication, sachant que la 5G nécessite de nouveaux terminaux, de nouveaux smartphones, comment peut-on affirmer sérieusement que la 5G, globalement, va apporter des économies d'énergie? Si vous parlez d'économies d'énergie en termes de consommation d'électricité simplement, rapporté à 1 octet, le calcul peut se faire comme ça, d'accord. Mais aujourd'hui, c'est complètement dépassé de ne pas prendre la globalité des questions en compte.
C'est complètement dépassé de ne pas prendre le cycle de vie entier d'un produit. Et on ne peut pas dire que la 5G est une innovation technologique écologique, considérant quand même qu'il y a d'autres moyens de partager des données que la 5G. Peut-être moins rapide, mais qui permettrait de ne pas avoir à rééquiper la Terre entière en téléphone portable. Gesundheitssektor ist natürlich ein sehr großes Feld für 5G-Anwendungen. Le secteur de la santé est bien sûr un vaste champ pour les applications 5G. Il s'agit notamment de l'échange rapide et sécurisé de données de santé. On appelle cela la médecine personnalisée. Au final, ces services peuvent prolonger la vie et nous permettre de vivre quelques années de plus, et de préférence à la maison. Ce qui est également prometteur sont les services d'assistance. Dans une situation d'urgence, ou quand il n'y a pas de personnel qualifié sur place, on peut rapidement intervenir en temps réel, grâce à la communication par vidéo. On peut opérer et sauver des vies. Ce sont des applications importantes pour le secteur de la santé, appelées applications en temps réel. Quand on me parle de téléchirurgie, il ne faut pas imaginer qu'on va avoir un chirurgien qui va opérer à l'arrière de sa voiture sur son smartphone grâce à la 5G. Et qu'on aura un patient qui sera confortablement installé dans son canapé pour subir une opération à cœur ouvert. Alors, je caricature, vraiment, mais c'est pour indiquer qu'un acte médical, pour être licite, doit s'inscrire avec un certain nombre de précautions, et que les précautions, elles ne se limitent pas à avoir un temps de latence très réduit en matière de télémédecine. Et on ne peut pas non plus confier à un opérateur seul la responsabilité de pouvoir réaliser des opérations grâce à la 5G et mettre la vie des personnes en jeu. Quand bien même on me démontre qu'il y a un acte en télémédecine qui ne peut être fait autrement qu'avec la 5G, est-ce pour autant une raison suffisante pour couvrir tout le territoire d'antennes 5G? C'est une vraie question de société. On nous vend du fantasme. Rappeler le côté humain, ce n'est pas nier le progrès quand même. Mais pourquoi, avec la 5G, on extrapole toujours? C'est un super outil technologique, rien de plus. On n'a même pas fait ce travail de balance bénéfice-risque. Et c'est ça qui m'interpelle. Les effets indirects, il faut en parler quand même, parce qu'en termes de santé publique, avec l'hyperconnexion au travail, avec l'omniprésence des écrans, et souvent quand j'accompagnais par le passé des porteurs de projets sur des solutions de e-santé ou des solutions innovantes, et quand on essayait de confronter aux besoins, parfois c'est je suis âgé et l'écran tactile, j'y arrive pas. Parfois ça va être je préfère avoir la visite d'un personnel de santé plutôt qu'un robot, même s'il est sympa et qu'il va faire des bruits rigolos. Donc il faut toujours se poser la question de l'adéquation de la technologie aux besoins. Et là, sur la 5G, les questions elles sont plus posées sur les effets directs, c'est-à-dire sur les conséquences des champs électromagnétiques sur la santé humaine. Il faut le dire, aujourd'hui, on ne sait pas. On n'a pas de certitude là-dessus. Il y a certaines parties de la population qui sont assez préoccupées par l'arrivée de ces nouvelles technologies. C'était déjà le cas pour la 3G, la 4G, et c'est aussi le cas pour la 5G. Mais aujourd'hui, les possibilités offertes par les médias sociaux sont beaucoup plus vastes, et les avis sur ce sujet peuvent être partagés très vite. En plus, avec ces nouveaux médias, beaucoup d'opposants n'ont souvent qu'une seule source, pas franchement fiable, grâce à laquelle ils se font leur opinion sur la 5G. Nous prenons cela très au sérieux. Nous devons mieux communiquer sur le sujet, mieux expliquer qu'il existe des règles, des limites à respecter pour les champs électromagnétiques. Nous devons préciser et rectifier des informations relativement limitées. On sent un mouvement d'inquiétude qui arrive parallèlement à ce qu'on appelle l'explosion des théories du complot. Je crois que le véritable souci qu'on a aujourd'hui, c'est que certaines n'ont plus confiance dans des faits scientifiques, mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'est un fait scientifique. Une indépendance de la recherche
Et ces notions-là, elles ne sont pas assez valorisées, on ne communique pas assez dessus, mais il faut aussi que les scientifiques soient à la hauteur de ces enjeux-là. L'éducation populaire au numérique, c'est fondamental, et ça va être ça la base de la confiance. Et si vous ne voulez pas d'une technologie, il ne faut pas qu'on dise de vous que vous êtes complotiste, c'est inacceptable. Le choix que vous aurez fait d'adopter une technologie ou pas, vous l'aurez fait en conscience. En 1832 naissait le code inventé par l'américain Samuel Morse, qui est l'ancêtre des télécommunications numériques. Est-ce ce langage qu'utilisent encore les Amish, cette communauté religieuse moquée par Emmanuel Macron ? Même s'ils sont réfractaires à bien des innovations technologiques, les Amish se sont diversifiés. De plus en plus nombreux, ils ont commencé à manquer de terres agricoles et se sont alors lancés dans le 2.0. On compte 2000 entreprises high-tech, soit plus de 6 entreprises pour 100 Amish, ce qui fait d'eux une population bien plus dynamique et moderne que certains ne peuvent le penser. S'ils maîtrisent le numérique pour le business, les Amish n'apportent ni tablette ni téléphone connecté à la maison. Le refus d'idolâtrer des amulettes virtualisantes pourrait bien devenir une preuve de civilisation. On ne peut pas simplement se dire que la question c'est pour ou contre la 5G. Est-ce qu'on est Amish ou technolâtre ? C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on va vraiment rester dans une ère de déterminisme technologique, ou est-ce qu'on inverse un peu les choses et on se dit voilà les usages, voilà les besoins, et on adopte la technologie qui est appropriée à ça. Lorsqu'une antenne est installée, vous avez non pas une autorisation donnée par la mer, vous avez une information en fait, qui est faite à la mer. Donc il y a des sites pilotes que les opérateurs commencent à déployer sans l'avis de la mer, hein, puisque si on les empêche de le faire, on irait au tribunal administratif et on perdrait immédiatement. La mer n'a pas ce pouvoir. Elle n'a plus ce pouvoir. Le territoire de Strasbourg est, à l'instar d'autres grandes métropoles, en demande de concertation avec les citoyennes et citoyens. Die Krise hat gezeigt, dass wir nach vorne schauen müssen, investieren. La crise a révélé que nous devons regarder vers l'avenir et faire des investissements. Et la 5G fait sans doute partie des domaines prometteurs parce qu'elle peut créer de nouveaux marchés et de nouveaux emplois dans le monde du numérique. Dans le cadre du Green Deal, elle peut aussi être la base pour une transition et une évolution verte de l'économie. Il faut investir d'une part dans les technologies pour avoir des parts de marché et pour rester autonome dans ce domaine, et d'autre part dans les infrastructures. Ce sont des investissements énormes. Plusieurs centaines de milliards sont nécessaires pour construire ces réseaux sur les prochaines années. Alors, les conditions cadres doivent être au point. Il s'agit d'investissements privés. Je crois que ce n'est pas une bonne manière de voir les choses que de réfléchir perpétuellement en termes de concurrence et de part de marché. Et je crois que si l'Europe était solidaire de ce point de vue, on aurait un poids bien plus important qu'actuellement. Et les questions de souveraineté, notamment européenne vis-à-vis d'opérateurs chinois, c'est une question européenne, c'est une question de souveraineté européenne. Donc il est vraiment dommage que ces réflexions-là, on ne les ait pas eues au niveau de l'Union. Mais il n'est pas exclu qu'on puisse y arriver, hein, parce que là on est au début en fait de la 5G. J'ai encore l'espoir qu'au niveau de l'Union européenne, on puisse arriver à une réflexion commune et à un socle commun. Nous essayons de créer un cadre commun, des principes et des règles qui s'appliquent au niveau européen. Même s'il y a certaines limites en ce qui concerne les marchés intérieurs, car il existe des domaines où les États membres souhaitent conserver leurs compétences. Cela se comprend. C'est le cas dans le domaine de la cybersécurité, par exemple. Mais c'est aussi possible de travailler ensemble. Il ne s'agirait alors pas d'adopter des lois au niveau européen, mais plutôt d'essayer de trouver des approches communes afin que chaque État membre puisse mettre en pratique les règles correspondantes conformément à son cadre juridique. Il y a un rapport au temps qui est essentiel à interroger quand on parle de 5G. Parce que partager énormément de données beaucoup plus vite, c'est une chose, mais si c'est pour simplement accroître la sédentarité,
accroître le temps passé à des loisirs devant écran. Si c'est simplement pour pouvoir travailler en permanence à la maison et ne jamais sortir de chez soi, donc se priver de toute forme de relation sociale, parce qu'en définitive, est-ce que l'enfer, c'est pas les autres? Ça doit quand même nous interroger sur la notion même d'humain et sur la notion de nos besoins biologiques, physiologiques, et ce rapport au temps. Voilà. Je crois qu'à vouloir tout optimiser et éviter les déplacements et éviter les contacts et ne jamais perdre de temps, je crois que c'est vraiment une partie de notre humanité qu'on met en péril. Was mich auch positiv stimmt, ist, dass Europa Ce qui me paraît aussi positif, c'est que dans le domaine du numérique, l'Europe fixe des normes ambitieuses, que ce soit en matière de protection des consommateurs ou avec des règles équitables pour le monde numérique. Ça commence avec la protection de données. Le règlement général sur la protection des données a valeur d'exemple à l'échelle mondiale. Et c'est pareil pour la maîtrise des fake news, les règles concernant l'intelligence artificielle et la sécurité des réseaux. On peut dire que nous sommes un modèle à suivre pour beaucoup de régions du monde. Concevoir les services numériques en se fondant sur nos valeurs peut être un avantage et permet d'influencer d'autres parties du monde. Digitale Dienste zu gestalten und dann auch andere Gebiete zu beeinflussen in der Welt. 2030, les derniers grands condors bleutés ont fait leur nid sur les antennes 5G à travers le monde. Il faut donc les désactiver. Les humains apprennent leur langage pour communiquer. Squaridé, pour aujourd'hui c'est terminé, avec ou sans la 5G.